Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'actualité hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, l'UEFA qui abandonne son projet de centre de congrès et d'hôtel à Nyon, l'inauguration d'un nouveau poste de police à Coppet et des budgets à foison votés dans toutes les communes du district. Commençons justement par les affaires du district de Nyon avec le conseil intercommunal du conseil régional qui tenait séance, c'était mercredi soir. Valérie Jean-Renaud, bonsoir, bienvenue, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes présidente du conseil intercommunal et vous êtes syndic de Burtigny. Comment s'est passée cette séance hier soir ? Bonsoir d'abord, bonjour d'abord. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour, bonsoir. La séance du conseil communal s'est extrêmement bien déroulée. On a eu quelques objets à faire passer au vote. Oui, des préavis. Et entre autres, le budget 2017 qui a été approuvé à l'unanimité, ce qui est une bonne nouvelle. Alors ce budget, 8 millions au total. Entre 7 et 8 millions. 7 et 8 millions. Pas de grande discussion hier soir. Pas de grande discussion, un petit peu de débat, mais pas de grande discussion au sujet du budget. Très bien. Vous avez entendu le rapport de la Cour des comptes récemment du canton oui. qui pointait du doigt le déficit de démocratie dans les intercommunalités. Le conseil régional en est une. Est-ce qu'il y a eu débat chez vous ou en coulisses ? Alors, il n'y a pas eu vraiment de débat, simplement que le CODIR en a parlé avec toute transparence. Et puis, il faut savoir que les nouveaux statuts donnent la possibilité aux législatifs de siéger dans cette Assemblée. Alors, donc, effectivement, pour être un petit peu plus précis, ce rapport de la Cour des comptes cible les associations intercommunales et pas spécifiquement le conseil régional. Mais le conseil régional est une association intercommunale. D'accord, mais qui a fait des progrès en matière de représentativité des législatifs. Qui n'a pas attendu le rapport de la Cour des comptes pour inviter le législatif à siéger dans son assemblée. On est bien d'accord. Donc, il y avait un bon climat de réception face à cette critique générale de la Cour des comptes. Mais tout à fait, vu que ça a passé dans la presse, le CODIR en a parlé en toute transparence et il n'y a pas eu de débat sur ce sujet-là. Autre débat, vous avez entendu, la commune de Chaiseray menace, en tout cas un conseiller a déposé une motion visant à étudier la possibilité de quitter le conseil régional. Est-ce que ça ne commence pas à faire beaucoup ? Alors ça commence à faire beaucoup, on vit dans une drôle de période où il semblerait que les gens n'ont plus de raison. Le conseil communal, le conseil intercommunal, le conseil régional est un organisme qui invite des législatifs, des exécutifs, qui a une formule où tout le monde peut prendre la parole. C'est un organisme qui est fédérateur, qui est facilitateur, et on a beaucoup de chance d'avoir un conseil régional dans le district. Alors c'est ce que nous disait la semaine dernière Jacqueline de Quattro sur notre plateau, qui vantait les mérites de cette plateforme intercommunale. Tout à fait. C'est l'occasion de le redire peut-être, parce que tout le monde n'est pas convaincu. Ce conseil régional, il est impératif quand on veut prendre son destin en main dans la région. Alors, il est absolument impératif. Je peux vous donner un exemple. Les villages de la Serine, on s'est mis ensemble pour un projet de tourisme. Du Cénovis. Voilà. Mondial du Cénovis. Exactement. Donc, on peut bénéficier d'une part de fonds financiers et le conseil régional peut être un facilitateur, un interlocuteur pour le canton, pour la confédération. Voilà. Donc, il est nécessaire dans le district. Il a été évoqué hier soir la création de ce qu'on pourrait appeler, j'ouvre les guillemets, un parlement des jeunes. Alors, renvoyé en commission, si j'ai bien compris. Alors, le Parlement des jeunes avait été renvoyé en commission par Alexandre Démétriades. La commission a rapporté et le conseil intercommunal a décidé de le renvoyer au CODIR pour études et rapports. Alors, c'est quand même une drôle d'histoire que ce Parlement des jeunes. Ça a commencé à Nyon, donc au conseil communal lyonnais, qui l'a renvoyé à l'Assemblée des syndics du district avec Jean-Pierre Deria et Chantal Turin, qui a été refusé et puis maintenant ça atterrit au conseil régional. Oui, tout à là, fait. on peut dire, c'est très bien. C'est une bonne idée parce qu'on va écouter les jeunes, puisque en fait, cet objet a passé en assemblée. Des jeunes jusqu'à 16 ans. 20. Jusqu'à 20 ans. Bonne ambiance donc au conseil régional. Premiers 6 mois, ça s'est bien passé. Premiers 6 mois, ça se passe bien.
Et on se réjouit de l'arrivée des législatifs pour avoir des débats. Pour avoir des débats plus animés, parce que vous-même, vous n'êtes pas contre l'animation et le débat intellectuel. Les débats sont absolument nécessaires dans un conseil intercommunal. Eh bien, écoutez, on les suivra avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous raconter un petit peu ces récentes séances du conseil intercommunal. Nous vous le disions en ouverture, l'UEFA abandonne son projet de construction d'un centre de congrès et d'hôtel à Nyon, un projet initié par Michel Platini qui n'aura donc pas survécu au départ de l'ancien numéro 10 des Bleus. Florian Cavalleri a rencontré le syndic de Nyon, Daniel Rosla. Le centre multisport de Colovray était à l'étude dans le cadre d'un partenariat possible avec l'UEFA. Il se trouve que les turbulences qu'il y a eu du côté de la FIFA avec des répercussions sur le siège de l'UEFA à Nyon ont mis en veilleuse ce projet, puisque le président Platini, qui était très favorable à notre projet d'un centre de congrès et d'un hôtel qui aurait permis de financer partiellement en tout cas la rénovation des locaux de la piscine et en même temps un centre sportif à Colovray, mais a été mis en veilleuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nouveau comité exécutif et le président de l'UEFA devaient se prononcer par rapport à l'avenir de notre collaboration. Alors nous avons eu un entretien avec le président Alexander Seferin qui a dit sa satisfaction d'être à Nyon. On a eu un échange très positif et très constructif par rapport à la collaboration générale, mais par contre il m'a informé que le projet n'était plus dans les priorités de l'UEFA. Ça veut dire que nous devons réorienter le projet de centre sportif sans tenir compte de ce partenariat qui avait été envisagé. Donc nous allons étudier un plan B ou des variantes d'un plan B dès le mois de janvier. Il y a un groupe de travail qui va être piloté par le municipal Claude Ultry avec la participation des municipaux Stéphanie Schmutz et Maurice Gay pour voir de quelle manière nous pouvons réorienter ce projet. Si je comprends bien, du côté de l'UEFA, ce projet est enterré, ça reposera uniquement sur les épaules de la municipalité nyonnaise. Oui, c'est un beau projet de collaboration avec l'UEFA en partenariat public-privé, mais il s'agissait d'un investissement qui était important pour l'UEFA. Le nouveau président, avec le secrétaire général, sa direction, le comité exécutif, ont choisi d'investir plutôt ailleurs. Voilà, c'est regrettable pour Nyon, mais ça n'enlève rien à toute la collaboration que nous avons avec l'UEFA qui est très satisfaisante sur de nombreux autres points. Et comme vous l'avez sous-entendu, ce fameux projet de centre multisport, on en reparlera lors du programme de législature de cette actuelle municipalité. Bon, le programme de législature sera déposé dans le premier trimestre de l'année 2017. Évidemment que le complexe sportif de Colovray aura une place dans ce programme. On reste à Nyon avec le conseil communal qui a validé lundi soir son budget 2017. On retrouve Florian Cavalleri. Bon, le conseil communal de Nyon a accepté le budget présenté par la municipalité. Ce budget présente un déficit de l'ordre de 7 millions, c'est évidemment beaucoup, même par rapport à un budget total de 200 millions. Mais on peut dire que voilà, on est dans une situation quand même relativement favorable sur le plan économique. On a un développement démographique qui est important, une croissance qui doit être accompagnée par un certain nombre d'investissements, par un certain nombre de prestations. Et le budget reflète l'état de la situation. Nous sommes satisfaits que le conseil communal l'ait accepté. On aurait pu s'attendre à un affrontement gauche-droite à coups d'amendements, de sous-amendements. Il n'en a rien été. Bon, il faut souligner l'excellent travail qui a été fait par la Commission des finances, où tous les partis sont largement représentés. Il y a eu 8 séances, beaucoup de questions qui ont été posées, un très bon travail qui fait que lors des délibérations avec le conseil communal, il y a eu très peu de questions et le conseil a finalement approuvé assez facilement ce budget. Décembre, c'est aussi l'heure des bilans. Quel est le bilan 2016 qui a vu finalement 2 municipalités en une année ? En 2016, c'est une année charnière avec la fin de la précédente législature, le début de la suivante, une activité intense avec beaucoup de décisions qui ont été prises
durant la première partie de l'année, y compris celle de l'usine à gaz, malheureusement pour le moment bloquée par des recours ou des oppositions. Nous espérons trouver une solution extrajudiciaire, mais ce qui est certain, c'est que nous allons retarder le début des travaux à l'été, le temps de trouver une solution et de permettre aux utilisateurs de l'usine à gaz comme aux festivals qui ont des activités de pouvoir déployer leur festival ou leur concert. Et puis nous avons eu 2-3 autres moments importants, le début des chantiers, première pierre, à la fois des jardins de Couchant pour ce qui est du privé, mais aussi de l'école du reposoir, avec le centre sportif, de l'école du Couchant. Donc quelques très gros chantiers, il n'y a qu'à voir le nombre de grues qui sont installées dans la région nyonnaise pour constater tous les chantiers qui ont été ouverts. Nyon, encore et toujours, nous recevions la semaine dernière l'UDC qui déposait un postulat demandant à la ville de repenser son accueil des migrants. Un texte qui a fait bondir chez les Verts. Pierre Vallone, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes conseiller communal Vert à Nyon. Et ce texte ne vous a pas tout à fait plu. Expliquez-nous en quoi l'UDC pratique, comme vous le dites, un double discours à l'égard de l'asile, et notamment à Nyon. Alors, le double discours, c'est au niveau national, on sait comment joue l'UDC avec la peur de l'étranger, avec la peur de la migration. Au niveau local, lors de la présentation du projet par le conseiller d'État Lebas, on a entendu ce même UDC local s'insurger contre une politique qui est jugée laxiste, fustiger les coûts de la politique de l'asile, et puis terminer ce discours terrible en disant qu'on devrait renvoyer tous les Érythréens chez eux au motif que ce sont des déserteurs. Des déserteurs. Alors, ça, c'est une partie du discours de l'UDC, et puis de l'autre, a priori, une proposition qui pourrait paraître généreuse. Quoi de mieux, effectivement, que d'offrir à chaque migrant un appartement ? Simplement, et c'est ce que je dénonce, c'est cette malhonnêteté intellectuelle. Cette proposition, elle est faite pour éviter que Nyon fasse sa part et construise un foyer qui est absolument nécessaire. Vous dites que c'est une proposition qui n'a que pour but de ne pas aboutir. Elle est impossible à mettre en pratique. Impossible à mettre en œuvre, pour toutes une série de raisons. La première, et c'est la plus importante, c'est que les VAM et surtout les migrants ont besoin, quand ils arrivent dans notre pays, d'un foyer, c'est-à-dire d'un endroit où ils sont accueillis, pris en charge, où ils sont accompagnés dans leur démarche quotidienne. Et c'est une période de transition. Il faut, pendant cette période de transition, que leur dossier soit examiné pour savoir s'ils pourront rester en Suisse ou pas. Donc c'est une période transitoire. Donc, et ça ne peut se faire qu'en foyer et pas dans des appartements. Dans tous les cas, qu'il y ait des appartements ou non, il faudra quand même des foyers. Il faudra quand même des foyers. Et c'est ce que feint de ne pas croire l'UDC avec ce postulat, qui effectivement est une manière de reporter la question à plus tard. Vous dites aussi que l'UDC local voudrait mettre des appartements à disposition de chaque migrant. Ceci aura un coût. Et vous suspectez l'UDC ensuite d'attaquer les coûts onéreux de cette politique d'accueil. On ne peut pas en même temps dénoncer aujourd'hui le coût de l'asile et puis en même temps proposer que l'on construise des appartements luxueux avec des surfaces pour pas trop de promiscuité pour ces mêmes personnes. Le système qui est imaginé par l'UDC, il est aussi tout à fait pervers. La ville de Nyon, depuis quelques années, grâce à la politique de la gauche, impose dans chaque plan de quartier 25% de logements à loyer modéré. C'est des discussions qu'il faut avoir avec les propriétaires, avec les promoteurs. C'est pas facile à mettre en œuvre. Et la proposition de l'UDC, c'est d'augmenter ce taux d'appartements à loyer modéré pour y inclure un certain nombre de logements pour les migrants. Et là, ça deviendrait carrément intenable dans la négociation entre une collectivité et un entrepreneur. Absolument. Ou alors ce sera au détriment des 25%, donc de la population locale qui a besoin de trouver des logements au bon marché. Donc vous pensez qu'ils essayent d'opposer ces deux types de construction ? Est-ce que c'est une manière de l'UDC de faire couler l'accueil des migrants ? C'est-à-dire en l'opposant au logement à loyer abordable pour la population autochtone. Et je suis absolument convaincu que personne n'est dupe, même pas ceux qui exposent ces idées. On n'arrivera pas à mettre en place ce dispositif. Donc c'est une manière effectivement cachée d'éviter de faire face à ces obligations que j'ai qualifiées non seulement d'obligations légales, puisque la loi nous y oblige, mais d'obligations morales. Aujourd'hui, la chose contre laquelle l'UDC devrait s'insurger, c'est les conditions de vie des migrants dans les abris. C'est ça, donc c'est pas la bonne indignation. Qui passent des mois, voire si ce n'est pratiquement des années, enfermés dans des abris. Et c'est ça qui est une indignité.
Et j'aurais préféré que l'UDC s'indigne là contre. Plutôt, je pense que ce postulat, il est dangereux parce qu'il pourrait laisser croire à la population, qui sera peut-être appelée à se prononcer par un référendum, qu'il y aurait d'autres alternatives possibles à la construction de foyers. Malheureusement, il n'y en a pas. Pierre Vallone, ce dossier, il sera voté quand? Il est repoussé, les commissions n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est bien ça? Mais la commission, elle a aussi l'UDC. D'ailleurs, l'UDC, il faut le dire, n'est pas seul dans cette histoire, puisque le postulat UDC était signé par l'ensemble des membres du centre droit. Ça montre aussi comment on joue avec les équilibres au sein de ce conseil. Donc, ils ont trouvé des appuis dans l'ensemble ce qu'on appelle le centre droit. Oui. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, écoutez, moi, je vais tenter de vous le rappeler. Vous dites qu'il n'y a pas l'UDC qui attaque, c'est-à-dire qu'il y a quand même une coalition. Ah oui, alors on parlait du travail de la commission. Le travail de la commission n'avance pas parce que certains membres n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent trop vite et ça permet... Est-ce que tout le monde joue la montre, fondamentalement? Tout le monde, non. La gauche ne joue pas la montre. La gauche clairement, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes abstenus pour le renvoi de ce postulat et que nous n'avons pas voté contre. On souhaite que la municipalité réponde, même si elle a répondu d'une fois déjà il y a 2 ans pratiquement à la même question. Et pour éviter qu'on joue la montre, effectivement, on ne s'est pas opposé au renvoi à la municipalité. Bon. Très bien. Pierre Vallone, merci. On espère voir ce dossier aboutir en janvier pour voir de quel côté ça ira. Y aura-t-il un refus, une acceptation, un référendum populaire derrière? On espère surtout que l'on arrivera à Nyon un jour à construire un abri digne pour accueillir les migrants qui ont quitté leur pays, des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Pierre Vallone, merci. À bientôt. Merci. À Rolle, les élus ont décidé mardi soir de ne pas soutenir financièrement, et ce pour un montant de 30 000 francs, votre chaîne de télévision NRTV. Andrea Braslopo. Le conseil communal de Rolle a suivi l'avis de la commission qui a étudié ce rapport et a décidé de ne pas soutenir NRTV par une subvention de 5 francs par habitant pour 3 ans. Les raisons qui ont été évoquées, l'une, c'est qu'une partie du conseil communal et une partie des membres de la commission pensaient que c'était un projet régional et que ça aurait dû être soutenu par le conseil régional et que finalement, c'est une des raisons pour lesquelles Rolle a adhéré au conseil régional, c'est que pour ce type de décision soit prise au niveau de la région. Toujours par rapport à ce préavis, vous avez parlé d'un malentendu. Qu'est-ce qu'il en était de ce malentendu? Alors, le malentendu, c'est le fait que c'est la commission des finances qui a traité ce préavis et non pas une commission ad hoc. La municipalité avait prévu une commission ad hoc et elle avait convoqué cette commission ad hoc en même temps que la commission des finances pour exposer son avis directement, simultanément aux 2 commissions. Puis le président du conseil a cru qu'au fait, elle voulait traiter qu'avec la commission des finances pour ce préavis. Et puis les conseillers communaux, lors du dernier conseil, quand le président n'a pas nommé de commission, en fait, ils n'étaient manifestement pas attentifs, donc ils n'ont pas réagi. Comme vous avez pu voir, le conseil communal de Rolle est bien partagé entre la gauche et la droite. Droite qui vote un petit peu en bloc, mais je pense que si on avait eu une commission ad hoc, peut-être que des avis auraient pu être échangés au niveau de la droite et de la gauche, en dehors de cette COFIN, qui a quand même un pendant sur la droite, en tout cas une majorité sur la droite. Ce soir, le résultat à 17 pour, 22 contre, 6 abstentions. Donc il y avait quand même des avis positifs. Quels sont-ils ? Alors, en effet, j'avais l'impression, en présidant cette commission, que sur les 9 membres, chacun était partagé. Il n'y a personne qui était 100% contre et puis probablement personne non plus qui était 100% pour. Moi, j'ai relevé que surtout, vous aviez 2 volets supplémentaires depuis peu. C'est le volet sur le sport et la culture. Et donc, les prestations sont en hausse. J'ai appris que vous avez même engagé un journaliste qui était à la télé. J'espère que ça se fera quand même. À votre avis, quel était l'impact de ces 30 000 francs dans le budget total ? Alors évidemment que l'impact est totalement dérisoire. 30 000 francs, contrairement à ce qui a été dit ce soir, en disant que ce n'était pas, dans le fond, la somme qui était en cause. Mais on sait que souvent, dans les conseils communaux, quand on vote des toutes petites sommes, il y a des débats énormes, inversement proportionnels, je dirais, aux sommes. L'impact d'environ 30 000 francs sur ce budget n'était en fait pas très important. Clairement. Pour moi, NRTV est un bon média qui sert en fait de relais. Essentiellement, c'est vrai que je l'ai découvert pour les élections, notamment les dernières élections, non seulement l'élection complémentaire à la municipalité, mais les élections communales qui ont lieu précédemment. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait.
Et puis que ça prenait un certain essor. Donc j'aurais voulu qu'avec 30 000 francs qui étaient demandés par le biais du préavis, on puisse laisser NRTV déployer son envol et prendre une certaine ampleur. Refuser le préavis numéro 9, Nyon Région Télévision, demande de participation financière. Je passe donc au point 12, postulat de M. Michel Derure, s'il vous plaît. Pas de soutien non plus à Roll 1900, fête populaire qui s'est tenue l'été dernier pour la première fois. En marge d'un budget déficitaire, le conseil communal a décidé mardi de ne pas renouveler sa subvention. L'important du budget est qu'il est déficitaire, de plus d'1 million présenté par la municipalité, dû essentiellement à l'augmentation des factures sociales et péréquatives, ainsi que l'augmentation des coûts des associations régionales. Par ailleurs, le budget de roulement de la commune, lui, n'a pas beaucoup évolué par rapport aux années dernières. Par rapport à la décision de Roll 1900, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors là, je pense que c'est plus une décision politique ou une décision de principe. Je pense que ce que la majorité du conseil communal a remis en cause, c'est le fait que ce soit la municipalité qui cherche des organisateurs extérieurs pour promouvoir une fête. Et la majorité du conseil aurait plutôt préféré que ce soit des projets qui viennent de la base, qui viennent des citoyens, qui viennent des sociétés locales, qui viennent des entreprises rolloises, et que la municipalité se contente, avec tous les guillemets qu'il faut mettre à cela, de soutenir ces projets qui viennent de la base. À votre avis, est-ce que ce budget déficitaire, il a eu une incidence sur la décision de Roll 1900 ? Oui et non. Je pense que Roll 1900 est une décision, on l'a entendu dans les débats ce soir, qui est plus liée à la perception des Rollois à ce type de fête et au fait que quelqu'un, une société vienne à Roll organiser une fête, qu'il communique aussi en disant qu'au fond cette fête peut se faire n'importe où ailleurs qu'à Roll. Et non, je pense que c'est plus une perception des Rollois. À part, c'est sûr qu'il faut quand même dire aussi que le budget est assez important. Donc la personne qui n'est pas convaincue finit son avis en se disant que ça coûte quand même très cher. De la déception, c'est sûr. Moi, j'y croyais quand même. C'était un beau projet. Moi, j'y ai participé avec la JMOM, donc les anciens, les vétérans. On y a pris beaucoup de plaisir. Et je pense que le concept était intéressant. Moi, ce que j'ai voulu mettre en avant lors de mon intervention, c'est surtout la participation des sociétés et des associations qui ne font plus rien dans les autres fêtes rolloises actuellement. Dans les contres, on a entendu que la population ne se retrouvait pas dans cette manifestation. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Oui, c'était une première. Moi, je pense qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier, faire une deuxième, une troisième, et je pense qu'à terme, on aurait pu créer une émulation plus grande au sein de la population. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je suis un peu décontenancée par la décision du conseil communal de Roll, parce que je trouve que cette fête était une fête qui portait en fait notre ville en exergue et puis qui montrait que notre ville était capable aussi d'organiser un événement d'importance. Bulletin remis 44, bulletin rentré 44, bulletin nul 1, majorité 22, par 25 non à 18 oui, vous avez refusé le préavis numéro 8 pour la demande d'un crédit pour l'organisation de la manifestation Roll 1900. Notons encore que ce dimanche a lieu à Roll le deuxième tour de l'élection complémentaire pour savoir qui de Denis Jacquet ou Christian Hay intégrera la municipalité. Et de Roll, transition toute faite, passons à Mons-sur-Roll. Avec vous, Chantal Morer, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes syndic de Mons-sur-Roll. Alors, une première question, est-ce que vous suivez de près, de loin les actualités politiques rolloises ? Je les suis comme ci, comme ça, au détour de conversations. Effectivement. D'accord, la complémentaire, la course à la syndicature aussi un petit peu ? Oui, bien sûr, oui. Nous sommes intéressés de savoir avec qui nous allons
continuer nos discussions. On a quand même pas mal de dossiers communs avec Roll et pour nous, c'est important de savoir avec qui nous allons travailler. Alors, un de ces dossiers communs aurait pu être une fusion des communes. Alors, il y a un projet de fusion entre Roll, Tartenière et Essertine. Vous êtes au milieu de tout ça à Mont-sur-Roll et vous avez décidé de ne pas intégrer ce processus. Alors, je ne dirais pas qu'on a décidé de ne pas intégrer ce processus. C'est vrai que notre syndic de l'époque avait été approché par les syndics de Roll et Essertine. Voilà, exactement. Il en était revenu vers nous à la municipalité en nous disant que les communes n'étaient pas forcément intéressées à ce qu'on participe. En fait, ils préféraient partir sur Mont-sur-Roll. Ils avaient peut-être un petit peu peur du blocage de Mont-sur-Roll qui fasse échouer tout le projet. Je crois que que Mont-sur-Roll, identité forte aussi. Voilà, la population montoise n'est peut-être encore pas tout à fait prête à se lancer dans un projet de fusion. Laissons déjà aller ces 3 communes et puis après on reviendra peut-être dans le débat. Ça ne veut pas dire que Mont-sur-Roll n'est pas régionaliste puisque le projet de Maison des Vins, soutenu à la fois par le Conseil régional côté district de Nyon et par l'Arcam, sensiblement l'équivalent côté Morges, qui est déjà quelque chose d'inédit en soi, la Maison des Vins, disais-je, c'est chez vous qu'elle va arriver. Alors c'est juste, la commune de Mont-sur-Roll a mis un droit de superficie à disposition de la Maison des Vins. Donc c'est un projet vraiment régional, c'est vraiment la Maison des Vins de la Côte des districts de Roll, le lapsus. Le district de Nyon et le district de Morges, et c'est quelque chose qui doit être fédérateur pour tous nos vignerons. Très bien. Alors vous avez fait un lapsus, c'est merveilleux. Y a-t-il dans les villages dans le vôtre et proche de Roll, une nostalgie quant à l'ancien découpage de district? Alors, moi, je n'ai pas l'impression. Je crois qu'on a passé le cap. Maintenant, on a adhéré rapidement au conseil régional. On travaille beaucoup avec les communes du district de Nyon, au niveau de la protection civile, par exemple, au niveau de l'association régionale pour l'action sociale. On se voit beaucoup avec les communes du district de Nyon maintenant. Donc c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, voilà, oui, effectivement. Programme de législature de Mont-sur-Roll, réfection de la salle communale, agrandissement de la salle communale, avec cantine scolaire et parking. Ça, c'est le gros projet de ces prochaines années? C'est notre gros projet, c'est le projet qui tient vraiment à cœur à la municipalité. Je crois qu'il y a aussi un engouement au niveau du conseil communal. On nous demande toujours où en est le dossier. Maintenant, on arrive gentiment avec un avant-projet. On va soumettre un préavis pour un crédit d'études dans le courant du printemps, et effectivement, c'est le projet de la législature. Très bien, donc si tout va bien, sans opposition majeure, premier coup de pioche dans un an et demi? C'est toujours difficile à dire, puisqu'après le crédit d'études, il y a toute la phase d'études, il y a le dossier est soumis au marché public. Vous avez bien raison, vous avez bien raison de prendre des pincettes, tout ça est très compliqué, mais soyons un petit peu optimistes, si tout va bien. Admettons, premier coup de pioche, 2018. 2018, bien écoutez, un joli projet que je vous invite très volontiers pour l'inauguration. Évidemment, mais comme à la Maison des Vins, on sera là aussi. Mais alors, et à la fusion des communes. Oui, tout à fait. Ah là, alors ça sera plus tard, je pense, oui. Parfait. Chantal Morer, merci infiniment d'être venue nous donner des nouvelles de votre commune. À Prangin, on a validé mardi soir un budget équilibré de 27 millions de francs. On a également augmenté le plafond d'endettement de 28 à 34 millions. Surtout, on a revalorisé le salaire des élus. Monsieur Briand, vous demandiez à votre conseil mardi soir de valider une augmentation de votre taux d'activité, celui des municipaux, et donc par incidence une augmentation de votre salaire municipal. Tout à fait. Nous avions un préavis concernant ces indemnisations et nous estimions que l'évolution de la charge de travail était effectivement de 10% par rapport à la législature précédente, s'agissant de l'indemnisation fixe pour nos collègues municipaux. Après un débat très nourri, intéressant et constructif, je dirais, le Conseil nous a suivis avec un rapport favorable d'ailleurs de la Commission finance qui s'est longuement penché sur cette problématique qui est récurrente chaque législature. Le Conseil nous a suivis à la quasi-unanimité, ce qui est
extrêmement encourageant pour la suite de notre collaboration avec le Conseil. Ça veut donc dire qu'effectivement, les élus de Prangin, les élus du Conseil communal comprennent que la charge des municipaux s'est complexifiée ces dernières années. Oui, je pense que c'est une reconnaissance effectivement du travail accompli et de la charge, encore une fois, de travail dans une commune qui gère quand même un budget de près de 30 millions et où les responsabilités sont importantes et on ne peut plus considérer un exécutif comme un bénévole qui consacre 50% de son temps à sa commune et qu'on s'oriente de plus en plus vers une fonction de métier, ou en tout cas un métier à temps partiel. Alors, il y a dans votre salaire municipal, le vôtre comme celui de vos collègues municipaux, une part fixe qui a été acceptée, dont l'augmentation de 10% a été acceptée, et puis une part variable de vacations. Alors là, votre conseil a accepté l'augmentation du fixe. Par contre, dans le budget, un petit peu plus tard dans la soirée, elle a abaissé l'enveloppe générale des vacations de 73 000 francs à 50 000 francs par année. Oui, effectivement, c'est un peu la contrepartie de cette augmentation de la partie fixe. Le Conseil a estimé que nous pouvions faire des efforts sur cette partie variable que nous avons toujours voulu garder dans la mesure où, on le sait, statistiquement, il y a des différences entre municipaux par rapport à certains qui ont beaucoup de séances avec des tierces personnes qui font l'objet de vacations et d'autres un peu moins. Donc pour récompenser ceux qui ont plus de travail, nous avions gardé ce système proportionnel au temps de travail. Le Conseil a souhaité diminuer ce montant, cette enveloppe à disposition finalement de la municipalité, à nous de faire avec et de trouver une directive qui soit compatible avec ce budget légèrement réduit. Mais globalement, je crois, ce qu'il faut retenir, c'est que la rémunération partie fixe plus partie des vacations va augmenter pour la municipalité. Vous l'aurez compris, c'est la saison des budgets dans les communes. Gland votera le sien ce jeudi soir. Budget global, on a donc 61 millions de budget. Donc on a un petit excédent de charges cette année, un petit peu moins grand que celui du budget 2016, mais un excédent quand même de charges, donc un déficit d'un peu plus d'1 100 000 francs. Largement dû à la péréquation financière, enfin la facture sociale qui a augmenté sensiblement du même montant de 1 177 000 francs. Donc c'est vrai qu'on serait à l'équilibre sans cette facture sociale, mais sur un budget de 61 millions, ça montre quand même qu'effectivement on a bien maîtrisé nos charges, en tout cas dans ce que la commune peut maîtriser, savoir ces charges qui ne sont pas celles de la facture sociale que nous ne maîtrisons pas et dont nous recevons les chiffres très tard, puisque nous sommes déjà bien dans notre budget, bien avancés dans notre budget avec les services lorsque nous recevons les chiffres de la facture sociale. C'est une augmentation donc, qui fait que nous sommes en léger excédent de charge, en léger déficit. Après, il faudra encore voir ce qu'il en est réellement dans les comptes, ce qu'on ne saura que à la fin de l'année 2017, début 2018. Alors justement, cette facture sociale joue des tours à toutes les villes du district, mais plus largement du canton. Pourquoi on n'arrive toujours pas à la chiffrer ? On n'arrive pas à la chiffrer, en avant. C'est vrai que c'est des calculs très compliqués. Je crois qu'on a vu dernièrement, la Côte s'est notamment fait le relais de l'exemple de Mille, où un gros contribuable arrive et puis on devrait être content, mais c'est une catastrophe parce qu'au niveau de la péréquation financière, la facture sociale, le jeu de l'équilibre prévu entre riches et pauvres fait que ça peut tout à coup avoir une influence absolument gigantesque et surtout qui est très peu prévisible. Donc on l'a vu, nous on limite un peu la casse, je dirais, avec une augmentation qui est assez légère encore, mais les acomptes, on les connaît seulement début du mois d'octobre. Donc pour un budget qui doit être présenté avant la fin de l'année et pour une ville comme Gland avec un budget de 61 millions, il est clair que heureusement pour nous, au mois d'octobre, on est déjà bien avancé dans ce budget. Et c'est surtout ça le problème, c'est qu'on découvre finalement cette facture sociale à un moment où on ne peut pas beaucoup corriger le tir. En tant que municipal en charge des finances, c'est le premier budget que vous présentez suite à votre élection. Est-il satisfaisant? Quels sont les efforts encore à faire? Quelles sont vos vues sur les prochaines années?
est-il satisfaisant? Bon, on est en déficit, donc c'est jamais satisfaisant de commencer avec un budget en déficit. Maintenant, même si c'est mon premier, je peux pas révolutionner les choses. J'arrive avec une situation qui est ce qu'elle est. Elle a été très très bien maintenue par mon prédécesseur Daniel Colo jusqu'à présent. On a eu quelques visions maintenant différentes, notamment en termes d'approche au niveau des revenus. On a un budget qui est en expansion. C'est ce que j'ai voulu, effectivement. C'est peut-être là ma petite marque de fabrique par rapport aux autres budgets, au budget précédent de Daniel Colo. Mon but étant effectivement d'essayer de faire comprendre à la population, au conseil communal, que c'est aussi en construisant, en investissant dans la culture, en construisant des infrastructures, comme une piscine couverte par exemple, qu'on pourra aussi attirer des nouveaux contribuables avec peut-être des revenus plus intéressants. Il faut quand même savoir qu'on a un point d'impôt qui est d'environ 540 000 francs à Gland, alors qu'il est à peu près du double à Nyon. Donc l'idée, ça serait aussi de pouvoir augmenter un peu notre point d'impôt. Et pour cela, ça demande d'abord d'avoir effectivement un budget en expansion, d'avoir des éléments qui vont aller plus dans le sens de la population, des infrastructures, de la culture, pour la jeunesse, quelque chose qui rende vraiment notre ville encore plus attrayante, de manière à ce que s'installent ici des contribuables avec des revenus aussi plus importants, ce qui permettrait d'augmenter notre point d'impôt et donc de faire face à nos futures dépenses sans avoir besoin d'augmenter ces fameux impôts. Elle est nyonnaise et ambitionne d'intégrer le Conseil d'État. Elle, vous le savez certainement, c'est la nyonnaise Fabienne Frémont-Cantonne, municipale et députée. Mais avant cela, il faudra remporter la primaire socialiste du 14 janvier 2017. Fabienne Frémont-Cantonne, vous sortez d'une conférence de presse. Il s'agit pour vous, à quelques semaines de la primaire socialiste, de marquer le territoire, évidemment. Pour moi, il était important de décrire mon programme. J'ai une longue expérience au sein de la députation du canton de Vaud, comme municipale aussi. Donc énormément d'expérience, d'idées, une vision, et je devais la présenter. Alors c'est effectivement, vous axez beaucoup sur votre expérience à l'exécutif. Bien sûr, 10 ans d'exécutif dans des dicastères très variés, 7 jusqu'à présent. Je suis curieuse de tout en résumé, mais j'ai acquis vraiment des compétences dans des domaines très variés. Je pense que c'est une chance pour le canton. Vous présentez également un programme individuel qui se différencie en quelques points du programme du Parti socialiste cantonal. Oui, je vais dans des éléments concrets, très, très concrets. Je suis sur le terrain, je vois ce qu'il y a à faire, donc j'ai des propositions concrètes. Elles peuvent entrer en force relativement rapidement. On vous prête un déficit de notoriété médiatique, évidemment, alors que lors des congrès et lors des élections, vous êtes systématiquement bien élu, même très très bien élu. Je pense que Césaire Marel est extrêmement connu, mais je suis aussi très connue, en tout cas dans mon action. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le travail de fond. C'est pour cela d'ailleurs que je suis bien élue. Vous avez quelques semaines, je l'ai dit, c'est le 14 janvier. Comment ça va se passer cette journée? Ce sera un congrès socialiste à Montreux, vous serez 3 candidates. Expliquez-nous un petit peu le déroulé des opérations. Oui, nous aurons à faire des présentations, des discours, avec des personnes aussi qui auront droit à la parole de notre entourage. Il y aura deux tours probablement, s'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour. Et puis on verra qui le congrès choisit. J'espère bien que ce sera moi. Vous avez des soutiens, on l'a vu aujourd'hui dans la conférence de presse, vous venez avec les socialistes du district, c'est normal. Avez-vous déjà des soutiens dans les autres partis et dans d'autres districts? Oui, je peux affirmer que oui, et je m'en réjouis. Ça va se jouer justement sur l'extérieur? Très clairement, il y a des sections qui sont très, très fortes, Nyon, La Broye et le Nord Vaudois qui vont soutenir leurs candidates. C'est donc les autres sections, dont celle de Lausanne, qui vont être clés. Copper retrouve son poste de gendarmerie de la route suisse. Il a déménagé à la gare. La conseillère d'État Béatrice Métro était présente pour l'inauguration. Nos caméras aussi. Une petite pause, s'il vous plaît. Ce poste de Copper permet l'installation
de plusieurs choses. D'abord, la police de proximité dans la région, avec un poste qui est ouvert à la population. La population peut venir déposer des plaintes, chercher des objets trouvés, s'adresser à la gendarmerie si elle a des difficultés dans son village ou dans son quartier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce poste-là, il est au centre d'une région, au centre de la Terre Sainte, et ça permet également une meilleure présence policière dans cette région que tout le monde sait transfrontalière. Donc nous avons beaucoup d'échanges avec Genève, avec la France, et le positionnement de ce poste permet une excellente couverture de la police cantonale dans cette région. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures de postes prévues sur la région, sur le district de Nyon ? Alors écoutez, je ne vais pas dévoiler les projections de la police cantonale. Je ne peux pas le faire pour l'instant. Nous avons bien évidemment une autre planification, toujours avec l'idée d'un déploiement sur l'ensemble du territoire et puis de répondre à la demande de la population. Il y a actuellement, depuis le mois d'octobre, 5 gendarmes qui travaillent au poste de gendarmerie de Coppet, plus le répondant de proximité qui travaille sur l'arrondissement La Côte, plus particulièrement le district de Nyon. La Terre Sainte est occupée par le poste de gendarmerie de Coppet, mais également par les gendarmes qui sont basés à Bursan, qui sont présents 24 heures sur 24, également aux Terre Sainte avec leurs patrouilles. Il y a également la police de proximité avec nos bus mobiles, donc qui viennent également sur les communes de Terre Sainte. Donc on a un dispositif sécuritaire complet sur cette partie du territoire. Les CFF attachent une importance capitale dans la sécurité pour nos passagers, pour nos gares, et nous sommes très heureux de développer des collaborations avec les polices cantonales et les polices intercommunales. Les postes de police sont des espaces partagés, ce qui facilite l'échange d'informations entre les corps de police locaux, cantonaux et police des transports, et cela peut même se traduire par des patrouilles ensemble, conjointes, qui facilitent effectivement la collaboration et les synergies entre les corps. C'est une très très bonne nouvelle. C'est le fruit également d'une insistance de notre part. Vous savez qu'on avait réagi assez négativement à la fermeture du poste de police de Coppet de l'époque, et nous sommes très très heureux que le canton ait entendu nos inquiétudes et ait repris la décision de réouvrir ce poste de Coppet et d'instaurer également une collaboration entre les différents services, enfin toutes les forces de l'ordre qui interviennent à un titre ou à un autre pour arriver à améliorer les prestations. Une certaine pression qu'on a pu et voulu exercer vis-à-vis du canton, on a été entendu. Pour une fois, l'ouest du canton, la Terre Sainte en particulier, n'a pas été oublié, et on s'en réjouit. Le fait qu'il soit visible et qu'il y ait beaucoup d'allées et venues, la gare de Coppet, je vous rappelle, il y a 10 ans, avait 3000 personnes qui transitaient. Aujourd'hui, on a plus de 7000 et l'évolution avec le CEVA va aller de l'avant. Donc c'est une réelle plus-value pour nous d'avoir ce poste qui rassure tous ceux et celles qui passent devant la gare, et ils sont nombreux. On a le projet, mais en fait, ce projet date depuis plusieurs années, de développer en fait ces terres autour de la gare de Coppet. On appelle ça le plan directeur localisé de la gare de Coppet. La commune est propriétaire d'une parcelle d'environ 7000 m² sur laquelle elle souhaite ériger en fait un bâtiment avec des logements à l'étage et en son ré en fait un commerce ainsi que des espaces pour des services tels que ces services police, poste ou d'autres. Voilà, Madame, Messieurs, nous arrivons au terme de ce journal hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur le site internet nrtv.ch. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.